Salut à tous, bienvenue sur ce premier podcast. On a eu la chance d'interviewer Clément Brazafonso, coureur cycliste à la Groupama FDJ. Podcast en deux extraits. Premier extrait aujourd'hui où Clément va nous raconter son parcours depuis ses débuts jusqu'à passer professionnel. On tient par avance à s'excuser de la qualité de l'image qui sera légèrement détériorée sur ce premier épisode. On fera en sorte que cela soit bien mieux pour les prochains podcasts. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire pour nous soutenir. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast où on va parler cyclisme. Aujourd'hui, on a l'honneur pour cette première d'accueillir Clément Brazafonso. Salut Clément, comment tu vas? Salut à tous, salut Rémi, ravi d'être là et de faire ce premier podcast avec vous. On est ici pour parler de ton parcours de vie, ce qui t'a amené aujourd'hui à être quand même cycliste professionnel au niveau World Tour dans l'équipe Groupama FDJ. Pour parler de ton actualité récente, il y a 3 jours, tu étais au Tour de Lombardie, qui a marqué ta dernière course de la saison et ton premier monument au passage. Malheureusement, ça s'est mal passé, t'es tombé, t'as dû abandonner. 3 jours après, comment ça va? Pas trop de dégâts pour commencer cette coupure? Non, ça va plutôt bien, j'ai eu du mal sur le coup à me relever parce que j'ai eu des chocs un petit peu violents, mais post 3 jours, ça va plutôt bien et pas trop de séquelles. Bon, bah, parfait. Pour ceux qui te découvrent via cette vidéo, via ce podcast, est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Ouais, je m'appelle Clément Brazafonso, donc je vais avoir 26 ans dans très peu de temps. Je suis né en Corrèze à Brive-la-Gaillarde et j'ai grandi toute mon enfance dans le Lot et je suis aujourd'hui cycliste professionnel. Ouais. J'ai volontairement pas raconté ma vie parce que je crois que Rémi a beaucoup de questions à me poser par la suite. Parfait, parfait. Bon, on va commencer depuis le début. On va essayer de dérouler chronologiquement jusqu'à aujourd'hui, ce qui t'a amené à être coureur professionnel en World Tour. Donc toi, Clément, qu'est-ce qui t'a fait venir au vélo? Et est-ce que tu as pu faire d'autres sports avant ça? Ouais, j'ai fait 8 ans de foot, je dirais jusqu'à 15 ans. Et ensuite, j'ai commencé le vélo parce que voilà, j'ai eu un grand-père qui était ami avec le coach entre guillemets de mon club d'enfance et voilà, il lui avait dit de me mettre au vélo. Il m'avait récupéré un vieux vélo à la déchetterie. Je m'en souviens bien, un BH avec des roues jaune fluo, incroyable, mon premier vélo de route. Et voilà, j'ai été faire une sortie et puis depuis, je suis toujours sur un vélo. Bon, il a vu la vision. Qu'est-ce que c'était à quel âge du coup ça? Voilà, je crois que j'avais 15 ans. J'ai commencé le vélo, je crois, au début de la seconde, entre la troisième et la seconde pour le cursus scolaire. Ok. Et du coup, tu fais rapidement des courses ou au début c'était juste une pratique loisir? Ou c'était plus une pratique loisir. Mon objectif, c'était plus de broyer les anciens dans les bosses sur les sorties du mercredi et du samedi. Ouais. Ils se reconnaîtront, mais je les adore encore. J'adore passer leur faire des coucous quand je rentre à la maison. Et voilà, ils ont vu que j'avais un petit potentiel avec mon petit gabarit dans les ascensions. Je me suis mis à faire des courses et par contre, ouais, en KD2, j'étais pas bon, j'avais tout le temps des crampes, j'étais frêle physiquement et j'avais beaucoup de mal. Donc ouais, ça a été un peu compliqué au début et j'ai un peu perduré. Junior 1, ça a commencé à être mieux ensuite. Mais en cadet, c'était vraiment compliqué. Et en junior 1, j'avais encore des crampes. Elles n'étaient plus au bout de, je crois que en cadet, je sais pas, j'avais un peu un nombre de kilomètres avant de cramper. C'était peut-être 50, 60. Ouais, peut-être pas 50, 40, parce que je me souviens plus des courses. Et en junior, je me souviens quand ça dépassait les 80, 90 kilomètres, là, ça commençait à être dur. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai construit mon profil et ouais, j'avais moins de mal avec ça. Ok, ok. Donc tu commences le vélo plutôt sur le tard, on peut le dire en cadet. Ouais, tout à fait. Ouais. À côté du vélo, quel garçon tu es, que ce soit à l'école, scolairement, dans la vie? Alors, je pense que je me débrouille plutôt bien à l'école, mais je suis plutôt celui qui a pas mal de mauvaises appréciations sur son bulletin avec bavardage avec les copains, voilà, tout ça. Et ça, ouais, je m'amusais beaucoup en classe, j'avais besoin de parler beaucoup. C'est toujours mon cas, je pense. Et ouais, j'ai été un enfant, je pense, un peu dynamique, hyper dynamique, qui avait envie de faire plein de choses. Et je pense que j'ai un peu tempéré ça aujourd'hui, mais je garde encore une petite partie de ça et je reste bien dynamique et Ok, j'aime bien ok. discuter avec eux. Et du coup, tu trouves un peu dans le vélo un moyen de te canaliser, j'imagine, à ce moment-là. Ouais, potentiellement, ouais, et surtout un moyen de découvrir autre chose parce que, comme j'ai dit, j'ai fait du foot et ouais, après 8 ans, j'avais envie de tester autre chose et voilà, j'ai testé le vélo. Ça s'est avéré que c'est un sport où petit à petit j'ai compris que peut-être je m'amusais beaucoup et que j'avais envie de continuer et de voir jusqu'où je pouvais aller dans mon potentiel. Et voilà, ça s'est lancé comme ça. Parfait. Et du coup, ouais, tu le dis, ta première licence, c'est au club de Biars-sur-Cère.
Ouais, le VBB, Entente Vélo Bretonne-Biars, tout à C'est fait. ça, où t'habites? Où j'habite, ouais, pas très loin. Ok. Et pour l'anecdote, c'est le même club que David Moncoutier, non? C'est ça, je me trompe pas? Ouais, tout à fait. David Moncoutier a passé toute son enfance à 5 kilomètres de chez mes parents, de chez moi, et il était dans ce même club. Voilà, c'est la petite anecdote qui est excellente. Aujourd'hui, David, il est commentateur. On se connaît pas trop encore, mais on se charrie beaucoup parce que et quand il revient à la maison, il veut me prendre des coms Strava, il me prend beaucoup de coms Strava et moi j'essaye tout le temps de le rechallenger. Et franchement, il est très bon là-dessus et j'ai du mal à lui reprendre. Ah, il roule encore bien. C'est encore un très très bon coureur et ça montre le talent qu'il avait et la passion qu'il a de continuer encore avec le niveau qu'il a. Donc tu passes junior. Donc tes 2 années junior, tu les fais à l'EVBB. Le VBB. Le VBB, pardon. Euh, Première année junior 1, il n'y a pas de résultats marquants. Ouais. Tu dis toujours ces problèmes de crampe du coup. Toujours ce problème de crampe, voilà, j'avais besoin de m'adapter à ce niveau-là et il m'a fallu un peu de temps. Ok. Junior 2, par contre, tu gagnes quand même 3e étape du Tour Cossé-Gual-Cévennes, épreuve fédérale junior. Ouais. Tu prends la 5e place du général. Ouais. Et quand on regarde les résultats, t'es avec des coureurs de renom à ce moment-là, qui font partie des meilleurs coureurs français juniors. À ce moment-là, tu te découvres quand même un petit talent. Ouais, alors déjà ça me fait quelque chose de me remémorer ces souvenirs parce que c'était il y a un moment et ça fait longtemps que je m'en étais pas souvenu. Mais si je me souviens bien, j'avais gagné devant Rémi Capron, la dernière étape. C'est ça. Je C'est crois ça. que vous arrivez à 2 On avec arrive une à petite 2. avance sur le groupe de Et poursuivants. je le tabasse au sprint. Non, Ouais. je le bats au sprint et je pense qu'aujourd'hui c'est plus le cas. J'ai bien régressé dans ce domaine. Je sais pas comment j'avais fait pour le battre au sprint ce jour-là. Mais ouais, c'était un super souvenir de gagner cette étape. Et oui, je crois que j'avais aussi été pas mauvais sur des deuxièmes catégories. J'avais dû en gagner une ou deux cette année-là. Ouais, notamment, je crois que j'avais gagné 2 des courses organisées par mon club, le Ok. BBB. J'en avais gagné 2, tout à fait, et j'avais fait, il y en a une que j'avais pas gagnée, mais j'en avais gagné 2 sur 3, et j'étais hyper fier de ça. Notamment la première, au mois de mai, qui se déroule à Saint-Michel-Loubéjou, parce que, en fait, j'ai gagné, et le coach dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a dit à mon grand-père de me mettre sur un vélo, était dans le coma à ce moment-là. Et j'avais vraiment à cœur de gagner. Et pour l'anecdote, j'ai gagné et on lui a soufflé à l'oreille que j'avais gagné à l'hôpital. Et quand il s'est réveillé, quand on s'est revu la première fois, il était hyper ému parce que il dit qu'il se souvient qu'on lui a dit que j'avais gagné à Saint-Michel-de-Béjou. Et ça, pour moi, ça a été, Putain, c'est c'est énorme. l'une des plus belles victoires de ma carrière parce qu'il y avait cette émotion-là et c'était hyper prenant. Et ensuite, j'avais gagné une deuxième toute plate. J'étais hyper fier de ça. Ouais, parce que justement, t'en as parlé, on sait que t'as un physique un peu particulier, on peut cataloguer pur grimpeur, même si c'est pas forcément ton profil, mais t'es assez petit, très léger, et du coup, on imagine qu'en junior, bah, t'avais pas fini ta croissance, t'étais encore plus marqué, ça a dû forcément jouer des tours à ce moment-là, quand on sait qu'il y a des juniors qui sont déjà bien développés physiquement, non? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je crois que je faisais 49 kilos à l'époque, tout mouillé. J'étais encore bien frêle. Aujourd'hui, je me suis un peu plus développé, mais ouais, c'était un gabarit qui a pu m'avantager, pardon, dans certaines conditions, et parfois qui a pu me désavantager. Mais voilà, de toute façon, chacun doit fonctionner avec son gabarit et trouver les avantages de son gabarit et essayer de gommer les inconvénients ou de gérer au mieux tout ça. Bah, d'ailleurs, ça t'empêche pas de courir au niveau international sur des courses de grimpeurs. Je note notamment une participation à la Classique des Alpes, où j'imagine que beaucoup connaissent. C'est une référence maintenant pour les jeunes grimpeurs, encore plus maintenant qu'à l'époque, je pense. Ouais. Mais quand même, cette année-là, tu finis 32e et victoire de Maxime Van Gils pour l'anecdote, qui est aujourd'hui un grand coureur professionnel. J'imagine que c'était déjà une belle première référence pour toi. Et tu as pu aussi un peu mesurer ce qui te séparait justement des gars comme Van Gils à l'époque. Ouais, j'étais pas encore au niveau pour rivaliser avec ces gars-là, mais voilà, je commençais à me découvrir un peu, faire des courses avec un peu plus de niveau. Ouais, c'est classique, c'était un super bon souvenir avec la sélection Midi-Pyrénées. Ouais, voilà, c'était cool d'être avec cette sélection, avec les sélectionneurs ouais, que j'ai revus plusieurs fois après. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup fait de sélection parce que donc c'est en milieu de junior 2 que j'ai commencé à prétendre à des sélections, mais avant j'étais pas encore venu. Ok. Puis du coup, à la fin de ton lycée et à la fin de tes années juniors, le Lot devient un peu petit pour toi. Tu décides de t'exiler, à la fois pour tes études.
tu vas pouvoir nous raconter. Et du coup, pour le vélo, tu trouves une DN3 là-bas, l'UVO, ça s'appelle. Raconte-nous un peu ce changement de vie brutal. Ouais, alors je dirais pas que le lot devient trop petit. Je suis toujours attaché, c'est tout petit, mais j'adore ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, j'avais besoin de partir pour aller en école d'ingénieur. J'avoue qu'au début, je misais beaucoup pour aller à Toulouse et rejoindre l'Occitane Cyclisme Formation en DN2 à l'époque, je pense, peut-être DN3, je sais plus. Et finalement, la vie m'a orienté à Troyes, à l'Université de Technologie de Troyes, donc. Et j'ai rejoint l'UVOB, ouais, avec Laurent Chenten à l'époque en directeur sportif. Et ouais, ce fameux maillot, si certains se souviennent, avec une femme en soutien-gorge dessus. Et ouais, ça, Charlotte, ouais. Charlotte, UVOB Champagne Charlotte. Tout à fait, c'était ça. Et donc, j'ai passé ma première année d'école d'ingé là-bas et dans cette équipe. Donc toi, voilà, en junior, des résultats qu'on peut appeler modestes, Ouais. même si on voit un peu un potentiel chez toi. On imagine qu'à ce moment-là, les études, c'est vraiment hyper important pour toi. Et dans ta tête, comment t'es? Est-ce que tu envisages une carrière pro? Est-ce que c'est un rêve dans le fond de ta tête? Est-ce que tu es vraiment axé sur tes études d'ingénieur, qui sont des grosses études, en te disant je continue le vélo à côté, plus pour m'épanouir dans la vie? Ouais. Comment t'envisages un peu ça à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, je suis focus sur les études. J'essaie quand même peut-être d'aménager un peu mon emploi du temps à l'époque à l'école d'ingé. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi dans cette école, qui m'ont aidé pour ce parcours. J'ai aménagé un peu, mais je pense pas du tout passer pro. Pour moi, c'était aller atteindre mon plus haut niveau amateur et donner le meilleur de moi-même, mais sans penser à la suite. Et c'était les études à fond à ce moment-là. D'ailleurs, c'était assez dur parce que l'emploi du temps était compliqué. Même si j'aménageais certaines choses, j'avais des journées qui finissaient à 18h30, 19h, et je partais rouler des fois le soir, l'été et tout. Donc voilà, aujourd'hui, je fais plus ça, j'ai la chance de plus faire ce modèle, mais à l'époque, je le faisais et j'étais motivé à le faire. J'ai notamment aussi été aidé par un gars qu'il faut que je cite dans ce podcast, Mathieu Daval, un super mec qui était un peu mon sparring partner à l'époque. Il me suivait sur les séances. Il était là dans ma roue, sur les 30-30 surtout. Et c'était top de l'avoir dans ma roue. Il m'a beaucoup aidé pendant cette période où des fois c'était un peu dur d'aller à l'entraînement, aussi quand il faisait froid l'hiver à 3 et tout ça. Donc merci à lui. Donc sur cette première année d'Espoir 1, pour parler vélo, tu fais quand même 6 top 10 sur des toutes catégories. Ce qui est pas mal pour une première année Espoir. Ouais, j'étais plutôt content de mon année. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dû faire une petite performance sur Châtillon-Dijon, ou je sais plus, peut-être top 10, top 15. Et ouais, j'ai eu un appel d'un des recruteurs, entre guillemets, du CC Etup, Christophe André à l'époque, qui m'a appelé une première fois quand j'étais à l'UVOB, et qui m'a dit, bah écoute, nous on est intéressés, on aimerait que tu viennes au CC Etup. Pour cette année-là, j'ai pas donné suite parce que pour moi, je voulais terminer ma prépa intégrée à l'Université de Technologie de Troyes et j'étais pas prêt à partir rejoindre le CC Etup. C'était trop loin, ça me demandait trop de trajet, donc voilà. Tu décides quand même de changer de club à la fin de la saison. Tu pars dans une autre DN3, le team Macadam Cowboy, qui est pas loin aussi de Troyes. Tout à fait. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense que le VOBS a arrêté sa DN3 à l'époque. Okay. Et c'est aussi pour ça que moi je suis allé en DN3 au team Macadam Cowboy. C'était à Nancy, c'était pas non plus trop loin de Troyes, et ça m'a permis encore de me développer dans cette équipe-là. Cette année d'Espoir 2, j'ai un peu envie de dire, c'est une révélation pour toi au plus haut niveau amateur. En résultat marquant, je note quand même une 2e place au Tour du Périgord, manche de Coupe de France N3. Une 5e place au Prix des Vendanges à Maisonnay, haute manche de Coupe de France N3, 2 courses qui apparaissent d'ailleurs en fin de saison. En élite nationale, une belle 8e place au général du Tour d'Auvergne, une course qui n'existe plus aujourd'hui. Et tu te montres même dans les rangs professionnels, en classe 2, au Tour de la Mirabelle, 9e place d'étape et au général. Une course qui tient à cœur en plus à ton club parce que c'est un peu la course locale disputée pareil dans la région nancéenne. Donc là, t'exploses un peu aux yeux des suiveurs du cyclisme amateur cette saison. Ouais, c'est une belle saison en effet. Ouais, cette place en classe 2 autour de la Mirabelle, organisée aussi par le club, je crois, il y avait vraiment des liens. C'était une super récompense de donner ça à mon équipe, de faire cette place-là. Et c'est un peu les débuts et ce que j'ai réussi à faire. Ça m'a donné de la confiance aussi pour la suite de la saison. Avec Maisonnay, je crois que c'était en fin de saison, et Tour du Périgord, ça devait être un peu plus tard dans la saison, l'été. Ouais, il y avait ma famille en plus autour du Périgord, c'était super de. Chez toi. Je me souviens bien à chaque fois de qui gagnait. Hein. Je pense qu'Alexandre Desroches avait gagné. C'est ça, Alexandre Desroches qui gagne. Et Mirabel, ça devait être Simon Peot. C'est ça. Le général. C'est ça.
Exactement. Ouais, je me souviens bien de ces moments-là. C'est des moments qui m'ont marqué. Ouais. Ok, et du coup, belle année, Belle année, tout à fait. et tu rechanges de club à la fin de l'année, et là tu vas dans un club qui t'avait contacté l'année précédente, CC Etup, Ouais. qui est, on peut en parler d'ailleurs aujourd'hui, club qui arrête sa nationale 1, on te demandera d'ailleurs ton avis là-dessus un peu plus tard, mais club qui est à l'époque une référence dans la formation des jeunes talents. On peut en citer des dizaines de pouvoir passer par là, que ce soit Thibaut Pinot, Guillaume Martin, des frères Yates. Ouais. Tu as l'occasion de rejoindre cette belle équipe, toujours d'ailleurs dans la région, dans l'est de la France, on est vers Montbéliard, pour le CC Etup. Donc pour toi, on imagine que c'est un beau step aussi dans ta carrière à ce moment-là. Oui, c'est clair. Alors, pour être encore un peu plus pointilleux là-dessus, ils m'ont rappelé, je crois, l'été. Ok. J'ai un peu encore fermé la porte. J'ai pas fermé la porte, mais j'avais dit qu'il fallait vraiment que je termine mon année. Et j'avais pas trop, j'avais envie de finir mon cursus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même attaqué le début de mon cursus ingénieur, mon premier semestre de cursus ingénieur, donc en 3 ans en génie mécanique à l'Université de Technologie 3. Ok. Et j'ai déménagé en février du Covid, l'année du Covid. Ouais. Et j'avais fait ces 6 premiers mois à 3. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais réussi donc j'avais discuté avec les 2 écoles, parce que j'ai de la chance que l'UTT, il y a 2 écoles aussi du même groupe, l'UTBM, Belfort-Montbéliard, et l'UTC à Compiègne. D'accord. Et je voulais faire la passerelle avec l'UTBM. Mais pour faire cette passerelle, je m'étais bien renseigné, et ils voulaient bien, à la seule condition que je valide toutes mes matières du semestre. Et il y a une matière, j'avais eu 6 au médian. Et je m'étais dit, ça va être compliqué. J'ai cru en moi, je suis allé au final, je croyais pas avoir réussi, et quand j'ai vu la lettre, on était noté par lettre de A à F, F ça validait pas, je crois. J'ai vu E, je me suis dit, mais incroyable, je vais partir à Montbéliard. Je vais rejoindre le CC Etup. Le CC Etup, une des plus grandes équipes françaises qui a formé, comme tu as dit, des grands talents. Et voilà, j'ai pris un camion, j'ai déménagé, et je suis parti à Montbéliard. J'ai été super bien accueilli là-bas par des personnes qui, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais qui ont énormément compté pour moi pendant toutes ces années. Et ouais, mais je suis arrivé avec mon camion, je me souviens, la personne qui m'a accueilli, Daniel Bourquin, qui me logeait dans un appartement chez lui, patron du restaurant Marco Polo, Marco Polo à Montbéliard, Marco Polo on peut à en parler. Montbéliard, pour ceux qui connaissent. Ouais, il m'avait arrivé dans mon camion, il m'a dit, mais il n'y a pas le permis, lui, je sais pas, j'étais tout petit, encore tout frais, et ouais, c'était bon moment. Tu rencontres aussi une autre personne qui va être assez importante pour ta carrière sur tes 2 années à Etup et pour la suite. C'est ton directeur sportif, Boris Zimin. Ouais, Boris Zimin, ouais, incroyable personne avec qui j'ai encore beaucoup de contacts, qui m'a tellement apporté, un très bon DS, énorme stratégie de course, hyper à l'écoute de ses coureurs, hyper impliqué pour ses coureurs, et ça reste des très très belles années au CC Etup. Je suis ravi d'avoir pris le risque de changer d'école, d'aller à l'UTBM. J'ai changé un petit peu ma formation, j'étais en génie mécanique à 3, et à Montbéliard j'ai fait un ergonomie design et ingénierie mécanique. Donc voilà, j'ai un peu modifié ma formation, mais ça m'allait très bien aussi. Et à ce moment-là, à contrario de tout à l'heure, c'est que je commençais à croire au fait de passer pro. Ok. Et là, j'ai essayé d'obtenir le meilleur aménagement possible à cette époque dans cette école. Et j'avoue que j'ai peut-être parfois choisi des matières qui me permettaient d'avoir un bon emploi du temps, parce que je me disais, ouais, j'espère passer pro un jour. Donc tu arrives là en N1. Ouais. C'est assez remarquable aussi le fait que voilà, espoir 1 DN3, espoir 2 DN2, espoir 3 DN1. Donc à chaque fois tu montes d'un step. Ouais. Et tu arrives du coup dans une DN1. Tu dois aussi composer avec un effectif qui est du coup bien plus fourni, avec des coureurs leaders. Comment ça se passe? Toi qui arrives avec quelques résultats, mais au niveau aussi inférieur, t'es pas forcément tout de suite propulsé leader, on imagine. Non, je suis pas propulsé leader, j'en avais pas l'envie forcément. Ça a été une année compliquée, si je me souviens, ça a été marqué quand même par le Covid. Ouais. On n'a pas couru jusqu'au mois de juillet, où on a été en altitude, et après je crois que nous on a repris autour de Vallée d'Aoste, quelque chose comme ça. Savoie. Savoie aussi, Savoie peut-être. Savoie, ouais, je m'en souviens, Savoie. Donc voilà, Tour de Savoie, et ouais, année que je retiendrai, parce que pour faire une petite parenthèse quand même, l'effectif, on peut se rappeler, il y avait Axel Zinglet qui est aujourd'hui à Jumbo-Visma, il y avait Joalan qui vient de signer à Cofidis, il y avait William Junior Le Cerf, peut-être pas sur cette année-là, l'année d'après, mais voilà, il y avait d'autres gars, il y avait je vais pas citer tout le monde, mais merci à
tous les coéquipiers, j'ai vos noms en tête et merci à tout ce que vous avez fait. Et ouais, chacun a eu son parcours, tout le monde n'est pas passé pro, mais je pense que grâce à Boris et tout l'entourage du CCFTUP à ce moment-là, on a passé des années top. Ouais. Et du coup, première année à Etup, on sait saison marquée par le Covid, tes résultats ils sont pas incroyables à ce moment-là, mais par contre tu découvres énormément de belles courses et t'engranges beaucoup d'expérience. J'ai quand même noté, comme tu as dit, tu as fait le Tour de Savoie, Ronde de Lizard, Lombardie 23. Donc à ce moment-là, tu prends aussi vraiment du grade, j'imagine, Tour de Guadeloupe en termes d'expérience sur cette première année Etup. Ouais, j'ai pris l'expérience, j'ai découvert des courses d'encore plus haut niveau, des courses consacrées aux espoirs, donc moins de 23 ans. Et j'ai découvert quelque chose de nouveau. J'avais peut-être un peu plus de temps pour rouler à cette époque. Au début, je roulais moins parce que j'étais plus concentré sur mes études. Mais ensuite, j'ai essayé d'aménager un peu plus mes emplois du temps pour rouler un peu plus. Je pense qu'on y reviendra sûrement après, niveau entraînement, comment la charge a évolué au fur et à mesure des années. Et c'est adapté en fonction du cursus scolaire. Mais ouais, c'était une belle première année. Voilà, ça a été une belle année conclue top par ce Tour de Guadeloupe où on avait vraiment marché correctement avec l'équipe. Ça, à ce jour, c'est l'une des plus belles courses de vélo que j'ai fait en amateur parce que ouais, j'étais sur une île et on a été super bien accueillis là-bas et en plus les performances étaient là, donc c'était top. Ouais. Et en termes de résultats, tu reviens sur le devant de la scène en 2021, donc du coup pour ta 4e année espoir au CC Etup, avec de très beaux résultats et ta première victoire chez les grands, avec la 8e étape du Tour de Guadeloupe, un contre-la-montre en montée. Tu bats ton adversaire, Stéphane Bennett, de seulement 2 secondes. Ouais, ça devait être un sacré souvenir. Pardon, je me suis trompé. Le Tour de Guadeloupe, donc c'était pas en 2020, c'était en 2021, la deuxième année. J'en garde un souvenir incroyable de ce Tour de Guadeloupe. Ouais, je me dis que mais c'est même pas à 2 secondes, je crois. Ouais, c'est marqué 2 secondes, mais il me semble que ça doit être une seconde. Ouais, je crois que c'était moi. Je m'en souviens. Et j'étais super fier de ça. J'ai beaucoup de joie à partager direct après l'arrivée avec Gwen Leclinch à l'époque. Et tous les équipiers qui étaient là-bas. Je crois qu'il y avait Maxime Richard, Axel Lindé, du coup, Johan Sediki et Elliot Pierre. Ouais. Elliot Pierre, et je pense que c'est à peu près tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, cette année, au-delà de cette victoire au Tour de Guadeloupe, dont tu finis 3e du général d'ailleurs, tu as quand même une 3e place d'étape ronde de Lizard, 7e du général sur cette ronde de Lizard, donc, et également 7e du Tour d'Alsace, très belle épreuve, place 2. Ouais, c'est vrai que je m'étais un peu révélé là-bas, sur ces compétitions-là, et j'avais franchi un palier cette année-là, et ouais, ça m'a donné de la confiance aussi pour la suite. Sachant que, comme tu le dis, sur cette année, tu dois composer quand même dans ton équipe avec un monstre sur cette saison, 2e du challenge direct vélo amateur, 6 victoires, Axel Zing, qui a un profil en plus hybride, en tout cas à l'époque en amateur, capable de gagner un peu sur tous les terrains. Donc on imagine qu'il fallait souvent se mettre à la planche pour lui. Ouais, peut-être souvent, mais je crois aussi qu'avec la saison XXL qu'il avait fait, ça nous donnait des opportunités à nous de nous montrer en se disant que de toute façon, on peut aller chercher des choses, on a Axel derrière, on peut tenter des choses, on peut essayer des choses. Et ouais, on avait une équipe qui avait bien fonctionné, franchement, à l'époque. Tout le monde marchait bien, que ce soit Gwen, que ce soit Elliot, Paul Lefort à l'époque, je sais pas si c'était en 2020 ou 2021. Ouais, tout le monde marchait bien et ça a été une top saison. Il y a le Joalan, je crois qu'il avait marché aussi. Je pense qu'à Lizard, il doit faire 5 du général, ou 6 et 7, on fait ensemble. On avait fait la dernière étape ensemble. Donc ouais, ça a été une belle saison, une belle découverte. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, aujourd'hui, tu es coureur Pro World Tour. Les gens peuvent penser que finalement, un coureur Pro World Tour, quand il était amateur, quand il était jeune, il écrasait tout, il était sur le devant de la scène. Finalement, on se rend compte que même en amateur, t'endossais aussi ce rôle d'équipier, que c'était pas forcément toi le leader désigné. Mais par contre, comme tu l'as dit, tout ce travail-là que tu as fait, ça t'a, je pense, pas mal appris dans la tête et même sur le vélo pour aujourd'hui endosser ce même rôle d'équipier, mais au plus haut niveau pour moi. Ouais, j'ai toujours essayé de prendre mon rôle de coéquipier à cœur. Ça m'a fait progresser, ça m'a donné de la caisse. Et ouais, c'était un plaisir on était une bande de copains, tu passes ce moment-là. C'était un plaisir, il n'y avait pas du tout de rivalité, une bande de copains et on s'amusait tous ensemble. Et ouais, j'ai vécu des super années. C'est clair que j'ai une maturité tardive. Voilà, ma progression le montre, j'ai une progression linéaire depuis ces années. J'ai franchi un peu tous les caps. J'étais en DN3, DN3, DN1,
Voilà, j'ai fait quelques années en DN1, j'ai mis longtemps à éclore et ouais, on a tous des trajectoires différentes. Il y en a, on voit aujourd'hui un Sexas, des jeunes qui explosent sans passer par les rangs amateurs ou sans passer plusieurs années. Moi, j'ai eu besoin de mon temps, j'ai eu besoin de finir mes études, j'ai eu besoin de tout ça et j'ai pris mon temps et voilà, j'ai préféré faire comme ça. Et ouais, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires sur tout mon parcours. Et aujourd'hui, ouais, il faut les remercier parce qu'elles m'ont construit. Et on peut dire que au CCQ, la différence que j'ai eue avec les clubs que j'avais découverts avant, j'avais une structure plus importante et j'ai aussi rencontré des gens qui sont impliqués beaucoup pour moi, Claude et René Blanchot. Claude il me massait, René aimerait m'inviter à manger après les massages. C'était une fois par semaine pendant mes 2 années à études. C'est des gens, ils m'ont soutenu tout le temps et aujourd'hui je garde encore une super amitié et un affect avec eux parce que c'est des gens qui m'ont tellement aidé à ce moment-là parce que tout ça faisait que je pouvais progresser et j'avais pas encore énormément de temps pour rouler, mais c'était ce petit à côté, peut-être le massage une fois par semaine en rentrant des courses qui me faisait, ça me mettait en confiance, ça me faisait du bien, musculairement et je savais que j'étais prêt pour les courses d'après. Carrément, de toute façon, l'entourage, ça reste très important pour un sportif de haut niveau, on pourra en parler après. Et du coup, fin 2021, fin de cycle au CC Tube, donc Boris Zimine est remplacé par un autre DS qui est chez les pros aujourd'hui, Melvin Ruyère. À côté de ça, en Franche-Comté, pas loin de Montbéliard, il y a un projet novateur qui se monte, un peu sorti de nulle part, on peut se dire, avec l'équipe Philippe Wagner Cycling. Donc Philippe Wagner, un entrepreneur haut-saunois spécialisé dans la charcuterie, passionné de vélo, qui décide de monter son équipe et qui voit les choses en grand, qui démarre direct en DN1. À ce moment-là, les directeurs sportifs de l'époque te démarchent et créent cette grosse équipe. Qu'est-ce qui fait que tu adhères à ce projet à ce moment-là et que tu décides de quitter un club référence, le CC Tube? Ouais, j'ai longuement hésité, j'étais encore étudiant à Montbéliard à l'époque. Je savais pas si ça valait le coup, mais c'était pas non plus trop loin. Et ouais, le changement d'air avec le départ de Boris Zimine, qui partait à DSM à l'époque, DSM Devo. Ouais, ça m'a motivé. Et ce qui m'a motivé aussi, c'est que toutes mes années juniors, j'ai été entraîné par un entraîneur de chez moi qui s'appelle Kevin Besson, qui a une belle carrière chez les amateurs aussi, et qui a fait un an en continental chez les pros à Nice. Et ouais, après j'ai changé et à mon arrivée au CC Tube, je crois que j'ai pris David Dalla Libera. Ouais. Et donc David Dalla Libera, il m'entraînait en entraîneur extérieur et en fait lui, il a aussi rejoint le projet Wagner. C'est ça. Et c'est ça aussi de suivre mon entraîneur dans ce projet qui m'a motivé. Mais ça n'a pas été une décision facile pour tous ceux qui ont donné pour moi au CC Tube. Ça a été peut-être dur à comprendre cette décision au début. Je l'ai comprise. Mais voilà, j'avais besoin aussi de penser peut-être à être un peu plus rémunéré à ce moment-là, de faire ma vie, quoi, et d'adhérer à un projet où j'avais aussi des gens en qui j'avais beaucoup confiance. C'est pas que j'avais plus confiance en l'entourage du CC Tube, mais j'avais peut-être besoin d'une nouvelle ère aussi. Et voilà, ça a pas peut-être plu à tout le monde au début, mais je pense qu'après, ils l'ont compris aussi et que c'était nécessaire pour mon développement aussi et ça a marché. On est sur une équipe nouvelle qui voit les choses en grand. D'ailleurs, ça dérange un peu à ce moment-là dans le milieu amateur, mais on empile un peu les coureurs de renom. On a même un Charlie Quaterman, donc, qui redescend à l'époque de la World Tour de Trek quand même. On a beaucoup d'individualité. Comment tu composes avec ça et comment ça se passe au début? Parce que forcément, pour créer une cohésion d'équipe avec beaucoup d'individualité, beaucoup de leaders, on imagine que c'est pas simple. Ouais, ça a été une année où on avait une grosse équipe sur le plan physique et on était là pour faire des gros résultats. Ça a été différent, je dirais. C'est pas la même du tout ambiance que j'ai pu avoir au CC Tube parce qu'au CC Tube, on était vraiment une bande de jeunes, globalement. Mis à part Lucas Papillon à l'époque, qui était un peu vieux. D'ailleurs, que je retrouve maintenant énormément. J'ai couru avec lui à CC Tube et maintenant je le retrouve au Poème des J, il est nutritionniste de l'équipe. Ça, c'est énorme. On en reparle souvent et on rigole bien avec ça. Et du coup, ouais, pour en revenir au début, donc, qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, le fait que plusieurs individualités en fait à Wagner, que tu dois composer avec ça et créer une cohésion d'équipe et que c'est pas forcément très simple. Je me suis perdu. Donc oui, ça a été pas la même ambiance que j'ai pu avoir au CC Tube où c'était beaucoup plus des jeunes et on avait vraiment formé une équipe et on tenait tous les uns aux autres.
Là, c'était plus des coureurs de différents horizons. Ouais, Et c'était pas évident de créer. Avec certains, j'ai créé un vrai affect, et d'autres, c'était plus vraiment des coéquipiers et moins des amis. Et voilà, j'ai essayé dès ma première saison de faire ce que je pouvais et de continuer à progresser. Les années que j'avais passées au CC Études m'ont permis, dès ma première année à Wagner, je sais plus trop ce que j'ai fait comme résultat, mais je devais commencer à éclore quand même. Ah ouais, on va y revenir tout de suite. Tu arrives à performer directement, hein. 2 victoires en élite, une deuxième place sur la renommée Annemasse Bellegarde, très belle classique pour puncher grimpeur en mars. 3 top 10 sur des classements généraux au niveau élite nationale. Donc une première année solide, 2 victoires sur des plus petites courses, mais quand même une belle première année à Wagner. Tu sais me rappeler mes victoires? Ouais, il y a l'Ardèche. L'Ardèche. Ah oui, oui, l'Ardèche. Méridionale. L'Ardèche arrivé en solitaire. Ouais, arrivé en solitaire avec 15 km. Et non, la deuxième, désolé. Ouais, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. Chrono de Tour du Saône-et-Loire. Chrono de Tour du Saône-et-Loire. D'ailleurs, tu gagnes un contre-la-montre avec ton gabarit. Ouais, si je peux raconter une anecdote de ce chrono, parce que je m'en souviens bien. J'avais Raphaël pour rentrer à l'oreillette. Ouais. Et j'avais pris une décision au dernier moment du chrono. Je voulais pas mettre la lenticulaire. Il y avait du vent ce jour-là, c'était un peu une montée et après une descente, je voulais pas mettre la lenticulaire. J'ai mis une 80 à l'arrière et à l'avant, je voulais pas garder la 80. J'ai été demander à l'époque une roue avant à Aix-en-Provence. Je me souviens, j'avais pris une Corima en 32 parce qu'il y avait vraiment trop de vent, ça montait, je m'étais dit je vais tout perdre sinon je vais me faire balancer avec mon gabarit. J'avais pris la Corima en 32 à Aix-en-Provence, je leur ai prêté la roue et j'ai gagné le chrono. Ils m'ont prêté la roue et j'ai gagné le chrono avec leur roue. Et première victoire en élite nationale. C'était la première, je pense. J'étais super content de ce résultat. Ouais, c'était un beau moment. C'était un beau moment. Du coup, tu fais quand même une bonne saison. Tu t'affirmes parmi les meilleurs amateurs français. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as des contacts un peu avec des équipes pro à la fin de cette saison? Pas du tout. Peut-être que j'ai commencé à avoir des contacts, mais ouais, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti et ouais, je pense que j'avais pas encore assez montré de choses, j'étais pas encore assez développé et surtout, je pense que j'avais pas encore fini mes études. Ouais. Et je pense que c'est aussi ça qui bloquait. D'un côté, les équipes, j'étais pas assez fort pour que les équipes se disent on va l'engager tant qu'il est encore en études. Ça, c'est clair. Parce que ça demandait trop d'aménagement et j'aurais pas pu être présent sur certaines courses, j'aurais pas pu faire à 100% le job pour cette équipe-là. Donc, ils étaient frileux de ça. J'aurais été un champion à cette époque, je pense qu'ils auraient pas été frileux, mais j'étais pas un champion du tout et du coup, c'était encore trop limite pour passer. Tu décides de t'entourer d'un agent à ce moment-là ou pas du tout encore parce que, comme tu dis, t'espères vraiment passer professionnel. Est-ce que tu mets toutes les chances de ton côté en prenant un agent? Ouais, depuis mes années à YouTube, j'avais un agent. D'accord. Ouais. Qui est toujours le même aujourd'hui. Toujours le même aujourd'hui. On peut le citer, ouais. Ouais, Christophe Lemével. Donc merci à lui il me suit depuis très longtemps. Donc du coup, tu remplis en 2023 avec l'équipe Wagner, qui reste en DN1, qui a quand même le projet affiché de passer professionnel à la fin de cette deuxième saison. Et en parallèle, du coup, tu finis tes années d'ingénieur à cheval avec le début de saison sur cette deuxième année, c'est bien ça? Tout à fait. J'ai terminé, je crois, mon stage de fin d'études que j'ai fait à Montbéliard dans un laboratoire de recherche. Je l'ai terminé, je crois, en février 2024. Ça doit être ça. Donc, je l'ai terminé. 2023? Ouais. 2023. Donc, j'ai terminé 2023, tout à fait. Ouais, au tout début de ma deuxième saison chez Wagner en National 1. Et là, ouais, je pense qu'on peut en parler. Le fait d'être diplômé, d'avoir mon diplôme, de gérer mon stage de fin d'études, de sentir qu'on est diplômé et que j'avais fini mon cursus, c'était une fierté pour moi et surtout, j'ai senti que j'avais plus de pression. Je pouvais passer pro en vélo, j'en avais envie, mais je me disais pas, il faut passer pro. J'avais quelque chose d'autre. Je pouvais être ingénieur. Donc j'ai fait mes études en éco-conception de tout ce qui est transport à l'époque. Ouais, je peux pas trop rentrer dans les détails de ma formation, mais voilà, j'ai fait une formation qui me servira sûrement dans le futur. Et j'étais super content d'avoir terminé ça, et ça m'a libéré. Et je crois que j'ai fait la saison qu'il fallait faire en amateur à ce moment-là. Avant de revenir sur cette saison, justement, on peut parler du fait que tu as dû cumuler sport de haut niveau, études pendant un long moment. On imagine que pour l'entraînement, c'était très compliqué.
Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment tu t'organisais? Je pense que ça peut faire écho à pas mal de jeunes qui nous écoutent et qui sont lycéens ou étudiants, qui ont envie de percer dans le vélo et pour qui c'est pas facile de jongler avec les deux. Et toi, je pense que c'est vachement inspirant et raconte-nous un peu justement comment tu gérais ça. Alors, je dirais que l'époque n'était quand même pas la même. On n'était pas dans les sphères d'aujourd'hui où ça roule déjà beaucoup chez les jeunes. Ouais. On n'était pas dans les mêmes époques, mais ouais. Moi, je dirais que j'ai commencé je devais faire à peu près 10-11 heures de vélo chez les juniors, je pense. Peut-être même pas 9. Ouais. Et ensuite, ça a été peut-être plus 1 heure de semaine chaque année. C'est vrai que tu roulais pas beaucoup ton Je roulais amateur. pas beaucoup chez les amateurs. Je roulais pas beaucoup, surtout mes 2 premières années à 3 parce que avec la prépa intégrée, j'avais pas encore de gros aménagements et ouais, j'allais rouler tard avec Mathieu le soir, que j'ai cité tout à l'heure, et le matin où on allait rouler sous le mauvais temps l'hiver. Enfin, j'avais pas trop le temps de rouler. Je me souviens d'une fois, on allait rouler l'hiver. Pour l'anecdote, je suis rentré et à l'époque, j'avais un focus avec les gaines, les câbles extérieurs. Ouais. Et j'étais rentré, on avait tellement froid, les câbles étaient gelés, les dents de la cassette derrière étaient gelées, je pouvais plus passer les vitesses. Un truc de fou, j'avais mis le vélo dans ma baignoire en rentrant et je l'avais mis de l'eau chaude pour que ça dégèle. C'était incroyable cette sortie-là. Mais voilà, je roulais pas beaucoup à l'époque et chaque année, oui, ça s'est un peu augmenté. J'ai fait un peu plus de métier, entre guillemets, tout ce qui est à côté. J'ai fait aussi des courses de plus haut niveau, donc ça m'a permis de plus progresser. Ouais. Mais ouais, les années à Wagner, quand même, je roulais bien à la fin, mais je devais faire du 16 heures, peut-être. Ouais, 15 heures, 16 heures. Ah ouais. Peut-être 17. Après, je pense que t'as un coureur qui a aussi beaucoup progressé grâce aux courses et qui se servait des courses Ouais, tout à fait. pour performer. Après, en amateur, on sait, on court tous les week-ends, plus que via l'entraînement. Et c'est aussi ce qui peut expliquer, je pense, ta progression qui est lente, mais très régulière et le fait que chaque année, t'es passé un cap, quoi. Ouais, je pense qu'il y a ça et ouais, pour se rendre compte, en effet, mes 2 premières années en école d'ingé, c'était compliqué de rouler, j'avais pas l'emploi de temps au top. Et au fur et à mesure des années, j'ai eu un meilleur emploi de temps avec les années qui avançaient et mon cursus qui touchait à sa fin. Et là, j'avais plus le temps de rouler, j'étais pas obligé d'aller rouler le soir à 19 heures. Donc j'ai petit à petit eu un meilleur confort au niveau de l'entraînement, ce qui m'a permis de plus rouler. Et cette dernière saison à Wagner, donc j'étais free, j'avais plus d'études, j'avais plus rien, j'avais fini mon cursus, j'étais diplômé. Et du coup, c'était top parce que là, j'ai découvert ce que c'était la vie de pouvoir un peu rouler à l'heure où on voulait. Et j'avais plus le temps de faire le métier, plus le temps de rouler. Ouais, puis ça se reflète sur les résultats, hein. En 2023, tu as une seule victoire, mais elle est au niveau Ligue nationale, étape du Tour de la Manche. 6 deuxièmes places, dont une deuxième place sur Paris 3, épreuve classe 2. Vous arrivez main dans la main avec Gwen Leclinch. Oui. 5e des championnats de France amateurs à Cassel, sur les pavés du Nord. Et quand même une 4e place au challenge direct vélo amateur qui reflète quand même bien le niveau en amateur et l'échelonnage des coureurs. Ce qui est une sacrée performance pour un coureur comme toi, plutôt typé grimpeur, sans pointe de vitesse. Plus compliqué de mettre des points. Donc 4e place à ce challenge. Donc une année vraiment très complète, très solide. Ouais, une année complète, tout à fait. Et cette année, je pense que tu vas me le dire après, mais ouais, c'est cette année, avec les résultats que j'ai faits et d'être régulier comme ça, qui m'a ouvert les portes d'une équipe continentale pour l'année d'après. Ouais, donc cette période à Wagner aussi, merci à toutes les personnes qui m'y ont accompagné. C'était un projet qui a été beaucoup critiqué au début, mais on a fait nos preuves, on a montré qu'on en pouvait être aussi une belle équipe. Et voilà, j'ai choisi de pas continuer l'aventure avec Wagner à l'époque parce que l'équipe passait aussi en continental, mais avec une licence belge. Ouais. Et moi, je préférais prendre une continentale avec une licence française parce que le calendrier de course me convenait mieux en faisant toutes les Coupes de France en France. Cette dernière année à Wagner, pour l'anecdote aussi, c'est assez sympa. Ton DS de l'époque, c'est un ancien coéquipier à toi d'un ancien club, l'UVO. Ouais. C'est bien ça, non? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on était coéquipiers à l'UVOB, au McAdams Cowboy, il m'avait suivi, Ouais. on était ensemble, Julien Noël donc. Et ouais, il était DS sur cette année à Philippe Wagner, ça a été tout à fait. Ouais, par rapport à Julien Noël, juste, ça prouve, lui étant devenu DS et étant coureur avec moi au début, c'est qu'on a tous eu des chemins différents. Et chacun a essayé de trouver son bonheur. C'était pas forcément, tout le monde n'a pas pu passer les échelons supérieurs et passer professionnel. Certains ont réussi, pas tout le monde, mais voilà, chacun a eu son parcours et en tout cas, j'espère que tout le monde est heureux dans les parcours qu'ils ont eu et les moments qu'on a passés ensemble à l'époque. Donc, comme tu l'as dit, pour clôturer ta carrière amateur,
Tu décides de continuer ensuite à Nantes, de pas rester à Wagner, qui voulait te garder, mais comme tu l'expliquais, un calendrier qui était différent. L'avenir te donnera raison. Et juste avant de parler de ta carrière professionnelle, quel regard toi tu portes sur le cyclisme amateur aujourd'hui? T'es un coureur qui a passé beaucoup de temps en amateur. T'as entre guillemets, si je peux me permettre le mot, un peu galéré dans cette catégorie-là avant d'éclore au niveau professionnel. T'as bénéficié des structures amateurs pour te construire en tant que jeune, en tant qu'homme, en tant que coureur par la suite. Quel regard tu portes aujourd'hui? On sait que c'est compliqué pour ces clubs-là, il y a beaucoup de DNA carré. Donc c'est études chez qui t'es passé. Ouais. Bah, moi, j'ai adoré mes années chez les amateurs. Elles m'ont beaucoup servi. Comme tu l'as dit, elles m'ont construit en tant que coureur, en tant qu'homme aussi. Elles m'ont fait rencontrer des personnes avec qui j'ai encore beaucoup de contacts aujourd'hui. Des personnes que j'ai pu rencontrer sur Troyes, sur Montbéliard à l'époque. Voilà, j'ai encore beaucoup de contacts avec ces personnes. J'ai créé des souvenirs. J'ai créé des contacts avec des gens que je côtoie encore aujourd'hui. On se retrouve. Ça m'a permis de me construire et de franchir les paliers à la vitesse que j'avais envie. Dans le cyclisme d'aujourd'hui, si j'avais 18 ans aujourd'hui et que j'étais au niveau que j'avais à 18 ans, ma carrière pro, elle aurait peut-être jamais décollé. Grâce au parcours que j'ai eu, on m'a laissé le temps d'éclore, on m'a formé, avec toutes les équipes que j'ai rencontrées, j'ai évolué petit à petit et j'ai franchi les caps afin de passer professionnel à un moment donné. Mais peut-être dans le cyclisme d'aujourd'hui, j'aurais pas eu cette opportunité-là, c'est clair. Et donc, le niveau amateur, enfin, le monde amateur, aujourd'hui est en difficulté, c'est clair. Peut-être qu'il va y avoir, ça va être peut-être un cycle, peut-être que ça a été un bon cycle. Moi, je pense que j'ai vécu presque les plus belles années du monde amateur. Les équipes se professionnalisaient de plus en plus chez les amateurs. Il y avait des petits contrats qui se faisaient pour certaines personnes. C'était hyper cool pour les coureurs. Et aujourd'hui, on est dans une période creuse pour le cyclisme amateur français. Peut-être ça va être un cycle, peut-être que dans 1-2 ans, il va y avoir des nouveautés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez difficile. Ok, bah, bon mot de fin et merci pour ce témoignage. Donc on a fini pour la première partie de ce podcast. On a parlé de la carrière avant d'être chez les professionnels de Clément. Et on se retrouve pour le deuxième épisode pour parler de son année à Nantes et de son année à la FDJ. Merci à tous. Merci à tous. On se retrouve dans le deuxième épisode.